Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dynamique d'entreprise, collection dirigée par Michael Ballet. Lieu de travail et lieu de vie, l'entreprise est au cœur de la société. Pourtant, beaucoup de ces aspects restent mal connus. Les évolutions technologiques et sociales sont à la source de nombreuses mutations organisationnelles. Les professions continuent d'évoluer en se divisant toujours davantage sur un plus grand nombre de spécialités. Les frontières elles-mêmes des entreprises s'estompent alors que les modes de travail se redéfinissent. Les entreprises deviennent des objets d'étude à multiples facettes dont les dynamiques sont de plus en plus complexes et souvent surprenantes. Au-delà des grandes lignes des logiques de management d'une part et des théories sociologiques de l'autre, nombre de ces facettes restent dans l'ombre. Dimensions ignorées, métiers méconnus ou dynamiques contre-intuitives. La collection dynamique d'entreprise a pour vocation de diffuser les études réalisées sur ces points d'ombre, souvent techniques, de la nature des entreprises. Allant au-delà des essais de management, la collection regroupe des textes de recherche ou d'expérience sur le terrain qui éclairent les nombreux aspects ignorés des entreprises modernes. Dernière parution. Thomas Eybegussogo, La santé au travail, 2022. Lionel Gonzalez, Médiation et négociation, petit guide théorique et pratique, focus sur réussir la médiation en entreprise, 2022. Jean-Pierre Galland, La gestion des risques. Origine, succès et limites du risk management, 2022. Alain Parent, La vie au travail, mode d'emploi. Les clés pour une mobilité harmonieuse dans un monde du travail complexe, 2021. Karim Saïd et Soufiane Kherrazi, Contrôle managérial et innovation collaborative. Enjeux, pratiques et modalités, 2021. William H. Frost, Small Company Big World. PME du monde, internationalisez-vous, 2021. Jean-Marc Sauret, Manager pour un monde meilleur. L'humanisme comme efficience du développement de soi au management, 2020. Laurent Keller, Les clés de la motivation au travail, 2018. Robert Jourda, La personnalité professionnelle, tome 1 à 2 éditions. Identification par l'A2P et mesure par l'ISANTI-2P, 2016. Amina Omran, Rôle des compétences sociales et du capital social de l'entrepreneur et accès aux ressources extérieures en création d'entreprise, 2014. Robert Jourda, La personnalité professionnelle, tome 3, 2013. Alain Coulombelle, L'entreprise et le temps. Figure d'hier et d'aujourd'hui, 2011. Dédicace. À Max Segal, 1909 à 2005. Exergue. À quoi l'être humain est-il en effet naturellement disposé? Si nous laissons de côté toutes les réponses philosophiques et morales qui ne reposent en fin de compte que sur des préjugés, nous nous apercevrons qu'il est difficile de faire une réponse bien différente de celle-ci qui fut déjà faite souvent à d'autres propos. Persévérer dans son être, c'est-à-dire d'abord satisfaire des besoins, des désirs. Or la nature qui constitue le milieu dans lequel réagit l'être humain est sociale autant que biologique. Répétons-le une fois de plus, et l'un par l'autre. Persévérer dans son être, pour l'enfant de l'homme, c'est assouvir les besoins de sa nature sociale et biologique, c'est acquérir le comportement adéquat à cette nature. Pierre Naville, Théorie de l'orientation professionnelle, 1945. Introduction générale. Peut-on dire aujourd'hui que le travail a changé? Depuis les années 1980, un double mouvement nous invite à le croire. Le premier, au sein même de l'entreprise, est la conséquence de la crise du régime fordien. La participation aurait rendu les tâches d'exécution moins pénibles. Le travail serait devenu moins difficile physiquement et surtout plus enrichissant. L'automatisation n'aurait donc pas conduit à un remplacement de l'homme par la machine, ou encore à une gestion de l'activité de travail sans aléas ni incertitude. Au contraire, elle aurait ouvert la porte à l'initiative et à l'autonomie pour les salariés, Tersac, 1992. De plus, les potentialités des technologies de l'information permettraient une révolution du travail par l'informationnel, Lochkin, 1992, donc par la mise en commun des informations. Elle permettrait aussi une diversification et une horizontalité des relations de travail, à travers une société renouvelée par les réseaux, Castells, 1998. Le deuxième mouvement,
Plus général, celui-ci concerne la composition du paysage social français. En effet, au XXe siècle, la France a connu de nettes évolutions. La période de l'après-guerre a conduit, grâce à une croissance économique très rapide, à une homogénéisation voire à une élévation des niveaux de vie et de consommation. De plus, la montée du secteur tertiaire, Gadret 2003, et la baisse du nombre d'emplois dans le secteur industriel interrogent le contenu et la nature du travail, des modes d'encadrement et même des sources d'épanouissement personnel. Parallèlement à l'hypothèse d'une amélioration de la qualité du travail, un autre regard traverse le débat social, celui de l'intensification du travail. L'autonomie, le réseau, la communication, la qualité auraient déplacé aussi la nature de la pénibilité au travail. Les discours les plus présents sur la scène sociale, médiatique et intellectuelle renvoient à une analyse psychologique des conditions de travail. Le stress, la souffrance, De Jour 1998, mais aussi le harcèlement moral, Irigoyen 1998, prendrait une place prépondérante dans le capitalisme contemporain. Pascal Molinier, par exemple, dans un article au titre évocateur « Dépression sous les neutrons, une enquête dans l'industrie de process », Molinier 2004, analyse le risque de dépression qu'entraîne le travail posté des hommes en provoquant un manque d'investissement involontaire et regretté dans la sphère familiale. Notre analyse propose quant à elle d'entrer dans l'entreprise pour sortir de ce paradoxe. Car peut-on logiquement faire tenir ensemble une analyse de l'amélioration et de la dégradation du travail, alors que nous partons des mêmes catégories ? Ne doit-on pas plutôt nuancer les thèses qui portent sur l'amélioration des conditions de travail ? Les analyses psychologiques du travail ne contiennent-elles pas des enjeux portant sur d'autres facteurs économiques et sociaux ? Askenazi, 2004. Notre objet consistera en un examen minutieux des conséquences de l'introduction d'un outil de gestion, les chantiers compétences, dans le secteur industriel. Dépasser le côté psychologisant de ces discours, objectiver les nouvelles formes d'intensification du travail, et les analyser comme une appropriation de la subjectivité des salariés sera l'objet principal de cette recherche. En effet, la compétence se situe au cœur d'un dispositif d'évaluation du travail dans l'entreprise, destiné à prendre en compte les évolutions dues aux facteurs technico-organisationnels, aux nouvelles contraintes, à l'élévation des niveaux de formation et d'exigence des salariés. Les compétences cristallisent donc les dimensions objectives et subjectives du travail, dans leurs composantes individuelles, les qualifications et collectives, l'entreprise et les rapports socio-capitalistes. Elles sont probablement l'enjeu central d'une recomposition du travail, dans un cadre peut-être plus large que celui de l'entreprise. Nous l'analyserons donc comme le miroir des transformations du modèle productif. La problématique de cet ouvrage peut être posée en ces termes. On constate, aussi bien dans les cabinets de conseil que dans les entreprises, de nombreuses références à la notion de compétence. Cette notion est explicitement liée à des qualités individuelles qui seraient propres à chaque salarié, ce qui apparaît le plus souvent sous la dénomination de savoir-être. Dans cette perspective, de nouvelles normes de comportement au travail, non réductibles aux qualifications et aux savoirs acquis, sont susceptibles d'être évaluées. À quel type de transformation renvoie l'évaluation de normes comportementales ? À quel type de réalité sociale, organisationnelle et productive cela correspond-il ? Quels enjeux ces évaluations sous-tendent-elles, notamment sur la nature des qualités acquises et déployées par les salariés ? Encadré numéro 1, sémantique de la compétence. On utilise aujourd'hui le terme de compétence pour désigner la mobilisation, en situation de travail, des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être. Si dans le champ scientifique, cette notion est souvent utilisée au singulier, il faut voir là une volonté de modélisation, Zarifian 2001. Dans cette recherche, on emploiera le singulier dans ce sens, ce qui ne nous empêchera pas d'éprouver la diversité empirique des compétences et de leurs usages en entreprise. Paradès, Lichtenberger 2001. Par la multiplicité des situations et des qualités auxquelles elle fait référence, la compétence est utilisée dans de nombreuses expressions. Logique compétence, modèle de la compétence, gestion de la compétence, gestion par les compétences, démarche compétence, projet compétence, chantier compétence, compétence relationnelle, comportementale, transversale, générale, etc. Ces notions correspondent au moins à 3 niveaux d'application.
Le premier fait référence à la compétence comme modèle d'organisation du travail, et surtout comme modèle productif. Il est courant de mettre en avant le passage du modèle, ou de la logique, de la qualification du poste de travail vers le modèle, ou la logique, de la compétence, tout en axant l'analyse sur la continuité entre ces deux formes d'organisation. Pour les promoteurs de la logique compétence, le premier modèle, qui correspond à une organisation taylorienne du travail, séparation des tâches de conception et d'exécution, serait supplanté par un modèle d'organisation plus intégré qui permettrait le développement de la polyvalence et de la polycompétence. Mais surtout, la logique de la qualification, qui repose sur une certaine forme d'adéquation entre le diplôme, le poste et la rémunération, serait peu à peu remplacée par la reconnaissance professionnelle et salariale de ce qui est mis en œuvre de manière effective par les salariés. Le deuxième niveau d'application correspond à l'outil de gestion compétences déployé dans les entreprises. Ici, les terminologies sont nombreuses et contrairement à l'usage du singulier en vigueur dans le champ scientifique, pour les entreprises, le pluriel s'impose. Gestion par les compétences, démarche compétences, projet compétences, chantier compétences, bilan de compétences, outil évaluation compétences, validation des compétences, outil compétences. Le troisième champ d'application est celui des déclinaisons spécifiques des compétences. La différence avec la qualification, qui recouvrait les notions de savoir et de savoir-faire, est contenue dans la notion de savoir-être. Cette dernière est déclinée par l'entreprise sous des formes diverses, compétences relationnelles, comportementales, transversales, générales, méthodologiques, etc. 1. Les démarches compétences, un projet de rationalisation. L'accord sur la conduite de l'activité professionnelle, appelé plus communément ACAP 2000, représente l'un des premiers efforts industriels menés pour modéliser ces transformations par les compétences. Sa mise en œuvre a notamment été effectuée dans l'usine de Solac à Dunkerque, Chatsey, Koninck, Zarifian 1995. L'accord ACAP 2000 correspond à des circonstances bien particulières. D'une part, la crise de la sidérurgie française, les nombreuses restructurations, l'externalisation des sites de production demandait de repenser le rapport qualité-coût des produits et des travailleurs. D'autre part, l'inadéquation déjà constatée entre les grilles de classification et les postes, mais aussi les enjeux des salaires annonçaient la nécessité d'une remise en chantier des grilles de classification. La compétence sera alors entendue comme un savoir-faire opérationnel validé, ce qui conduit par là même à abandonner la logique de poste et à la remplacer par une autre, celle de la compétence, induisant un ensemble d'activités exigeant des savoirs spécifiques portés par l'individu, Strobans, 2003. Deux étapes caractérisent la mise en place de l'accord ACAP 2000. La première, en 1986, correspond à une double préoccupation. Augmenter la polyvalence et réduire la ligne hiérarchique pour les postes d'ouvriers. C'est ce qui aboutira à un système d'évolution des compétences, SEC. En théorie, le SEC propose de sortir de la logique du poste et construit donc un système d'organisation axé sur les activités. Selon le SEC, chaque opérateur peut façonner son parcours de carrière au sein de sa cellule d'appartenance en choisissant et accumulant des activités nouvelles dont la maîtrise sera assurée grâce à des programmes de formation. Chatsey, Koninck, Zarifian 1995 page 38. Les salariés sont censés avoir les ressources pour construire leur carrière et s'orienter vers des activités nouvelles. Il appartient alors à l'entreprise de repérer les différentes activités nécessaires au bon fonctionnement, puis les savoirs et savoir-faire disponibles et de former les salariés en conséquence. C'est ce qui induit la deuxième étape, la méthode d'investigation des activités, MIA. Cette démarche a été déployée en 3 temps dans l'usine, à partir de novembre 1988. Situer la cellule du travail dans la structure de l'usine et repérer les missions qui lui sont attribuées, construire des emplois types, c'est-à-dire des ensembles d'activités organisées selon une logique de progression, construire les savoirs et savoir-faire correspondant à chaque emploi type. 2 axes principaux sortent de ces expériences. Premièrement, la MIA va rencontrer d'énormes difficultés pour objectiver ce qui fait le travail informel. Si la prescription des tâches et des postes fait partie de l'héritage de l'industrie de type taylorien, la prescription des contributions réelles, quant à elle, ne va pas de soi. Il en ressort donc la formalisation d'un ensemble de critères,
qui vont essentiellement faire appel aux comportements individuels. De plus, l'emploi type, dont l'objectif premier est d'offrir un espace de rencontre entre les qualités détenues et acquises en situation de travail par les salariés et l'organisation, est fortement mise à mal par le rôle prépondérant de la hiérarchie. La formation et l'expression des compétences sont alors bloquées par l'existence de l'emploi type, ce qui freine, dans le même temps, l'adéquation attendue par le système entre les compétences et l'organisation. L'emploi type opère une réduction importante du champ du possible puisque désormais, l'évolution se fait à l'intérieur de l'emploi type et au sein d'un ensemble d'emplois types grâce au développement de passerelles entre emplois types et filières de progression, page 39. Deuxièmement, ACAP 2000 est présenté comme un contrat équilibré entre l'entreprise et le salarié. Les deux parties devraient donc tirer avantage de ce contrat. D'une part, l'entreprise renouvelle l'organisation du travail, fidélise des compétences stratégiques dans un contexte de départ en retraite massif et engage les salariés pour faire face à la crise qui touche la sidérurgie française. D'autre part, le salarié enrichit son activité de travail, ouvre des perspectives de carrière nouvelles et garnit son portefeuille de compétences face à la valorisation de l'employabilité qui caractérise le capitalisme contemporain. Pourtant, ce modèle d'organisation n'est-il pas traversé par une incohérence majeure ? L'individu est-il cet acteur ambitieux, rationnel, qui calcule ses intérêts en fonction des opportunités à venir ? Cette conception de l'homo economicus, dominante en économie, a pourtant été à de nombreuses reprises interrogée. Alors comment doit-on considérer ce système puisqu'il part d'un postulat de base discutable, posant l'individu et ses caractéristiques personnelles au devant de la scène ? Lucie Tanguy fait remarquer qu'un tel modèle, qui nie l'histoire des individus, est porteur d'inégalités mais surtout contribue à la justification et à l'acceptation des différences entre les individus, Tanguy, 1994. Elle précise notamment que tout laisse entrevoir le caractère inégalitaire d'une telle conception qui présuppose des dispositions particulières à agir et des structures mentales adaptées aux relations ainsi instituées. Quelle que soit la méthode adoptée, l'objectif reste en effet le même, rendre socialement acceptables les différenciations salariales, page 240. De fait, cet accord souffre d'une incohérence majeure. Si l'intention première repose sur l'interaction permanente entre formation et organisation, force est de reconnaître que c'est l'organisation qui finalement détermine le système. De plus, l'objectif consiste désormais à faire des compétences le levier du changement organisationnel. C'est la visée clairement affichée lors de la signature, 13 ans plus tard en 2001, de l'ACAP 2010 qui vient affiner l'accord précédent. 2. Au croisement de deux traditions sociologiques, G. Friedman et Naville. Cet ouvrage a été l'occasion d'une relecture conjointe des travaux de Pierre Naville et de George Friedman. En effet, les mésententes scientifiques entre ces deux chercheurs Friedman G. 1962a ont aussi cristallisé deux conceptions de la qualification. Selon Myriam Campinos-Dubernay et Catherine Marie, Campinos-Dubernay, Marie, 1986, G. Friedman a défendu une position substantialiste de la qualification, Friedman G. 1964. Pour l'essentiel, il considère la qualification comme une chose qu'il suffirait d'observer pour en rendre compte et notamment pour la définir. Il existerait donc un lien étroit entre le contenu du travail et la qualification. Cette conception de la qualification paraît caractériser aussi bien les travaux de sociologues soucieux de saisir les mouvements de déqualification liés à l'évolution des techniques, que ceux d'économistes néoclassiques qui tentent d'expliquer les écarts de salaire individuels par les différences de qualité de la main-d'œuvre. Campinos-Dubernay, Marie, 1986, page 199. En revanche, pour Pierre Naville, ce n'est pas à partir du seul contenu du travail que l'on peut déduire la qualification. Il consacre un ouvrage à ce thème, l'essai sur la qualification du travail, Naville, 1956, en se fixant pour objet de circonscrire le sujet et d'ouvrir la voie à d'autres travaux de recherche qui lui paraissent alors urgents. Il défend une conception relativiste de la qualification, qui insiste sur le caractère éminemment relatif de cette notion et considère le résultat de sa définition comme objet d'un conflit au sein duquel l'enjeu essentiel est celui du salaire. Page 198. Il entend la qualification comme le reflet des conditions sociales et collectives de la production,
dans l'espace et dans le temps. Il fait ainsi l'hypothèse, largement empruntée à Marx, selon laquelle l'élément essentiel de la qualification d'un travail, c'est le temps nécessaire à son apprentissage. Naville, 1956, page 72. P. Naville pose donc les fondations d'une réflexion sur le processus de qualification dans le système capitalisme des années 1950. Sa définition associe la qualification à un processus par lequel on donne une qualité. Ces deux traditions sociologiques, qui partent de l'analyse du contenu de la qualification ou des jugements sociaux sur la hiérarchisation des activités, ont installé autour de cette notion une sorte de moule théorique. Ainsi, on convient bien à présent que ce n'est plus une spécialité définie qui serait demandée aux salariés, mais une maîtrise générale, des capacités transversales permettant de gérer une situation. Si bien que le mou, qui se serait installé dans la qualification permettrait désormais de la penser en termes de compétences. À la LUF 2001A, page 102. Or, si G. Friedman et P. Naville ne partagent pas la même vision de la technique et par là même de la société et des rapports sociaux, nous ne pouvons pas pour autant les opposer frontalement. D'une part, G. Friedman et P. Naville n'ont pas étudié la même chose. Pour G. Friedman, il s'agit d'une population ouvrière en particulier, celle des OS. Il l'a approchée en étudiant la job évaluation, à l'occasion des missions de productivité qu'il a effectuées aux États-Unis, après la Seconde Guerre mondiale. Pour P. Naville, c'est d'une autre population ouvrière dont il est question, celle des ouvriers professionnels. Ces derniers correspondent à une référence des métiers ouvriers en France dans les années 1950. Ils peuvent soit détenir une formation formelle, soit une formation acquise sur le tas, en apprentissage. D'autre part, il convient de nuancer le relativisme attribué aux thèses de P. Naville. Loin de défendre une position philosophique selon laquelle rien n'aurait d'existence en soi, il conçoit la qualification comme une substance appartenant au travailleur lui-même, à travers le temps de formation nécessaire à son acquisition. Naville, 1956, page 53. De plus, il s'agit de mettre en avant que la qualification dépend des conditions économiques et sociales capitalistes. Dès lors, il semblerait que pour l'analyse des qualités de travail, une approche liant en partie la méthode de G. Friedman, analyser finement les situations de travail, et celle de P. Naville, appréhender le contexte et les rapports sociaux à un moment donné, ne soit pas incompatible. Tanguy, 1986. Cette démarche nous paraît indispensable pour deux raisons. Tout d'abord, elle peut nous permettre une comparaison des systèmes productifs et des différentes formes de qualification qui leur correspondent. Ensuite, cette réconciliation peut donner un cadre rigoureux à une définition des compétences en prenant en compte les formes du capitalisme contemporain ainsi que les rapports sociaux qui s'y nouent, P. Naville, tout en opérant une observation fine des postes de travail, G. Friedman. La question du contenu des qualités des travailleurs est donc une question ancienne. Les enseignements de P. Naville et G. Friedman montrent que ce que l'on nomme communément aujourd'hui compétences, mais aussi savoir-être, compétences transversales, compétences relationnelles, étaient déjà quotidiennement mobilisées par les ouvriers. De fait, ce qui a changé aujourd'hui, c'est d'une part que ces qualités sont demandées dans l'activité salariée avec une certaine acuité, qu'elles sont évaluées, et d'autre part que les ouvriers, les techniciens et les agents de maîtrise sont la catégorie particulièrement ciblée par ces exigences, les cadres étant déjà entrés dans cette logique depuis longtemps. Dès lors, nous développerons l'hypothèse centrale suivante. Les chantiers compétences déployés dans le secteur industriel voilent les qualités techniques, les savoirs fondamentaux, les qualités acquises par l'individu, par les qualités requises par l'emploi et surtout par des qualités plus morales, loyauté à l'entreprise. Ce mécanisme consacre une forme de rationalisation du secteur industriel qui ne se limite plus à la prescription des tâches, mais s'étend aussi aux individus. 3. Les enjeux sociaux de la logique compétence. Les conséquences des démarches compétences sur le monde du travail demeurent controversées. Ces projets de refonte de l'organisation productive ne cessent d'animer la sociologie du travail. Les revues scientifiques accordent une place de choix à cette thématique, si on en croit la multitude d'articles qui lui sont consacrés. La revue Sociologie du travail, par exemple, a publié 2 numéros spéciaux, Sociologie du travail, 1987 et 2001, à une quinzaine d'années d'intervalle,
afin de rendre compte des différents points de vue sur les compétences. Parallèlement aux débats académiques, des cabinets de conseil constatent pour leur part que l'outil compétences ne permet pas le retour sur investissement escompté. De même, au sein des grands groupes français, ni l'ancrage des chantiers compétences ni leur appropriation sur le long terme, dans les usines et par les salariés de fabrication, ne fait l'unanimité. Cette évidente mésentente cache bien des enjeux. L'enjeu central repose selon nous sur les transformations possibles de l'appareil productif. Après les différents projets de rationalisation, Taylor, Ford, après aussi les différentes tentatives d'organisation participative, on voit apparaître, au sein de l'entreprise, une nouvelle forme de rationalisation de l'activité de travail, la gestion par les compétences. Le MEDEF, CNPF, 1998, MEDEF, 2002, y perçoit un changement des mentalités au potentiel prometteur pour les entreprises françaises comme pour les salariés. Ce serait donc la porte ouverte à l'apaisement du climat social en entreprise. De nombreux chercheurs soutiennent ce projet en envisageant les promesses sociales dont ils seraient porteurs. Zarifian 2000. Ils défendent par là même l'idée d'une fin du modèle taylorien ou encore celle de l'éclatement de l'organisation taylorienne. Zarifian, Vels, 1993, en insistant sur la disparition d'un modèle exclusif de production. Philippe Zarifian entrevoit ainsi la compétence comme une forme particulière de qualification. Cette dernière serait indispensable encore aujourd'hui pour mettre en adéquation la capacité de travail du salarié et tout ce qui représente l'entreprise. L'émergence du modèle de la compétence est une mutation de longue durée qui inaugure une nouvelle période historique. Elle se déploie sur un temps long. Ce n'est pour l'instant qu'une émergence. L'enjeu global n'est pas mince. Il s'agit de se substituer aux deux grands modèles dominants qu'ont été et que sont toujours le modèle du métier et le modèle du poste de travail. Zarifian 2001 page 11. On voit là une des nombreuses sinuosités de la question des compétences. C'est à la manière d'un concept nomade que la compétence suscite une révélation, capable de nouer des intérêts entre différentes sortes de chercheurs et d'acteurs. Strobans 1993 page 332. Ce flou des relations entre la recherche et l'entreprise, le projet social des uns fonctionnant souvent au bénéfice des intérêts économiques des autres, entretient la nécessité d'adopter une démarche en rupture avec celle de la gestion des ressources humaines, GRH. Afin de comprendre les différents enjeux que sous-tend une transformation par les compétences, une démarche qui permet de déconstruire les discours dominants est incontournable. D'ailleurs, bon nombre de travaux opèrent une sérieuse critique du recours à la notion de compétence, à la LUF, 1986, Monjardet, 1987, Strobans, 1993, Duguay, 1994, Linardet, 1994. Radicalement opposé à cette vision positivée de la compétence et surtout aux dérives liées à l'évaluation des comportements, des aptitudes et des savoir-être qui en découlent, ces travaux entrevoient le recours massif à cette notion comme un jugement de valeur au service de la GRH et de la politique managériale. À l'opposé de la première position, ces travaux se concentrent sur la persistance, voire la consolidation, des préceptes tayloriens. Ils considèrent la compétence comme un artifice gestionnaire, destiné à voiler les anciennes logiques de taylorisation de l'activité de travail. Marcel Strobans observe notamment que la révélation des savoirs des compétences des travailleurs ne procède ni d'une transformation radicale des pratiques et des relations qui s'organisent autour de la production, ni d'un revirement théorique en sociologie du travail. Strobans, 1993 page 331. Un système de production que l'on pourrait appeler la flexibilité assistée par la compétence s'inscrit donc dans la continuité d'une thèse qui envisage la dégradation du travail. D'autres encore soutiennent que l'organisation matérielle du travail n'a pas changé. C'est plutôt son environnement qui se serait modifié, et surtout les individus que l'on tenterait d'initier à des attitudes toujours plus positives, Linardet, 1991 et 1994. Tout en envisageant la dégradation du travail, ces travaux condamnent donc le recours aux notions d'aptitude, de compétences personnelles, de savoir-être, car elles seraient elles aussi un leurre au service de la GRH. Selon nous cependant, cette critique nécessaire de la notion de savoir-être la condamne par là même à rester vide de tout contenu. Schwartz Y, 1997. C'est dans cette brèche qu'entre cette recherche
Nous pensons qu'il est possible de proposer une lecture critique de la notion de compétence et surtout de l'évaluation des qualités morales qui l'entourent, tout en déconstruisant cette notion et en l'objectivant. Encadré numéro 2. Les champs d'application de la compétence. Le terme de compétence est souvent décliné en 3 caractéristiques, les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être. Ces notions sont à la frontière de 3 champs spécifiques mettant en avant les enjeux des évolutions actuelles. La première, les savoirs, est liée à la formation. La deuxième, les savoir-faire, s'acquièrent à travers l'expérience, en situation professionnelle. Enfin, l'organisation patronale majoritaire CNPF 1998, en intégrant à sa définition des compétences les savoir-être, laisse entrevoir le poids que prend le comportement dans l'évaluation du travail. Un flou théorique, venant de la difficulté d'observer ces compétences dans l'activité professionnelle, entoure cette dernière définition. Dans cet ouvrage, nous traiterons en particulier des savoir-être, car cette notion, pourtant souvent voilée par celle de compétence, nous semble cristalliser les dimensions les plus individuelles et les plus collectives du travail. Elle est pour nous un des enjeux majeurs du débat sur la compétence. Source du schéma, à partir de Duguay-Maibouy 1994 page 5. Refuser par exemple de traiter frontalement la notion de savoir-être, et lui donner le seul statut d'outil pervers au service de la direction place le chercheur devant une double impasse. D'une part, cette position peut finalement entretenir le jeu des directions d'entreprise qui associent l'individu et la compétence, et légitime ainsi l'individualisation de la relation salariale. D'autre part, elle aboutit à faire comme si cette qualité, le savoir-être, n'existait pas. Or le problème paraît plus complexe car non seulement les entreprises utilisent cette notion au service de leur propre vision de la gestion des ressources humaines, mais de surcroît elle s'appuie sur des qualités que les salariés déploient depuis longtemps. Nous situons donc nos travaux dans une position qui entend faire tenir ensemble une déconstruction de la compétence comme outil de gestion des ressources humaines, et une formalisation des changements à l'œuvre dans la relation salariale. La logique compétence, que nous avons analysée sur le terrain, met en rapport la réorganisation de l'entreprise et les formes de mobilisation de la main-d'œuvre. Elle doit donc être appréhendée comme un régime de mobilisation particulier, permettant d'engager les salariés pris dans des situations de travail toujours plus paradoxales, entre autonomie et contrainte. Pour résumer, le projet majeur de cet ouvrage réside dans la critique de la notion de savoir-être, promue par le MEDEF, afin de montrer comment, aujourd'hui, la logique compétence conduit à la prescription de normes comportementales et à l'émergence d'un nouveau modèle productif, dans lequel la subjectivité elle-même tend à être rationalisée. Cette perspective permettra à la fois d'analyser les savoir-être, comme un élément dépendant des rapports sociaux à l'œuvre dans l'entreprise, et de saisir les principes de structuration, d'incorporation et de transmission qui les entourent. 4. La technique de recueil des données. L'objectif ici est de rendre compte non pas des nombreux détails qui traversent une recherche, mais d'éclairer ses diverses directions. En effet, mener une enquête rigoureuse sur un objet de recherche nécessite un cadrage méthodologique. Notre méthodologie a donc été remodelée afin de pouvoir saisir un objet dont les contours sont aussi divers, les compétences, et un terrain dont on connaît les difficultés d'accès, la population ouvrière. Nous menons des études sur le sujet depuis l'an 2000. La première étape de l'étude a été le recensement de 22 chantiers compétences mis en place dans des groupes implantés en France, et détenant les moyens financiers de mettre en œuvre ce type de démarche. Mais certaines limites se sont vite fait sentir. D'abord la diversité des entreprises étudiées, ensuite l'éloignement des activités réelles des ouvriers. Nous avons donc modifié notre approche, en privilégiant l'observation fine des situations de travail avec des enquêtes participatives. Cette option méthodologique, combinée à la première, a favorisé une approche globale des situations de travail. En multipliant ainsi les perspectives, nous avons élargi par là même les niveaux d'analyse. Les situations de travail ont ainsi pu être contextualisées, en référence aux choix stratégiques des groupes étudiés. Les longs moments passés sur le terrain ont donc bénéficié d'un regard plus large englobant les transformations économiques du néolibéralisme contemporain, pression des actionnaires, financiarisation de l'économie, mondialisation des échanges,
externalisation de certains secteurs d'activité, mise en concurrence entre les pays. A. Le recensement des démarches compétences. Nous avons adopté une démarche comparative en diversifiant les secteurs industriels, agroalimentaire, métallurgie, électronique, automobile, et en multipliant nos sites d'investigation. Cette approche nous a permis d'accéder à un panel varié d'entreprises. Xerox France, Renault, Microelectronics, Usine Coca-Cola Berg, Thomson Télévision Angers, Ajinomoto Euroaspartame, Entreprise Solac, Péchinet, Vibrachoc, Thales, Blédina, Lufrance, Danone Belgique, Danone Espagne, Opavia, Danone Italie, Linneo, Usine de Saint-Hilaire, Rhodia, Hervaf, L'Oréal, Confère Annexe 1. Une vingtaine de chantiers compétences ont été recensés, l'investigation étant axée sur les processus, les outils utilisés et les blocages issus d'une telle expérience. Dans une phase de pré-enquête, un entretien préalable a été organisé dans chaque établissement avec le responsable des ressources humaines le plus apte à nous renseigner sur le sujet. Dans un deuxième temps, nous avons sélectionné 4 entreprises, Thales, Arcelor, anciennement Usinor, Lufrance et Blédina, dans lesquelles 5 entretiens ont été menés à chaque fois avec des responsables des ressources humaines. Notre guide d'entretien, exposé dans ses grandes lignes dans l'encadré ci-dessous, était mené selon un mode semi-directif. Notre guide a été construit afin de pouvoir comparer les 22 chantiers compétences recensés. Encadré numéro 3, guide d'entretien RH. Notre guide d'entretien reprenait les étapes des démarches compétences, la description des outils utilisés et les éventuels blocages. Voici un exemple des thèmes abordés. Le lien entre compétences et classification. Comment les entreprises font-elles le lien avec le système de compétences classification-rémunération ? La classification est-elle basée sur les compétences ? Si oui, les entreprises ont-elles rencontré un risque inflationniste ? Quel est leur système de classification ? Leurs outils ? Sur la logique de développement des compétences. Les évolutions professionnelles sont-elles mises en place au niveau des métiers ou des emplois ? Les progressions sont-elles définies de façon stricte, compétences prescrites ? Ou les évolutions peuvent-elles être assez souples, avec des combinaisons de compétences différenciées ? Des parcours professionnels types ont-ils été décrits ? Les outils d'évaluation des compétences. Comment est réalisée l'évaluation des compétences ? Par qui ? À quelle fréquence ? Avec quels outils ? Quelles sont les difficultés ? Les formations mises en place pour déployer leurs dispositifs compétences. Quel type de formation ? En combien de temps ? Sur la définition des besoins en compétences. Logique individuelle, besoin individuel ou collective, besoin individuel et collectif ? Quel est leur processus ? On a pu observer que ces groupes connaissaient des avancées différenciées dans la mise en place de la logique compétence. L'approche comparative nous a donc permis de saisir diverses étapes du processus. Ainsi, au niveau des chantiers étudiés, malgré la diversité des outils utilisés, grilles de classification, outils d'évaluation, etc., 3 étapes communes peuvent être dégagées. La mise à plat ou la formulation d'un projet de développement stratégique, la cible organisationnelle que l'entreprise veut mettre en place pour être la plus performante possible, et l'élaboration d'une réflexion sur une identification des compétences en vue de leur transformation. Afin d'élargir notre échantillon, nous nous sommes intéressés au sein de l'entreprise à une multiplicité d'acteurs. Ouvriers, techniciens, agents de maîtrise, personnel d'encadrement dans les usines, services des ressources humaines au siège, direction, délégués du personnel, membres du comité d'entreprise, formateurs. Nous avons par ailleurs multiplié les terrains d'enquête hors de l'entreprise. Centrales syndicales, CGT, CFDT, MEDEF et cabinets d'expertise. À ce titre, nous avons suivi pendant 1 an un réseau de cabinets de conseil, APRAT. Ces derniers souhaitaient capitaliser leurs expériences sur la mise en place de chantiers compétences. Afin de synthétiser cette année de rencontres, nous avons participé à l'université d'été organisée en août 2003. En parallèle, nous avons effectué un partenariat avec l'ISER sur une durée d'1 an, afin de suivre les positions de la CGT sur les chantiers compétences. Une série d'entretiens a aussi été effectuée avec des représentants nationaux de la CFDT et du MEDEF.
Les entretiens semi-directifs que nous avons effectués dans ce cadre prenaient en compte deux dimensions: le vécu des salariés et le contexte matériel, économique et social qui l'entoure. L'encadré ci-dessous récapitule l'ensemble des entretiens menés pour cette recherche. Encadré numéro 4, entretien. Notre enquête nous a conduit à mener une série d'entretiens formels, N = 82, et informels. Dans une phase de pré-enquête, nous avons effectué 22 entretiens avec des DRH, un auprès de chaque groupe recensé. Nous avons réalisé 20 entretiens complémentaires dans les services RH des établissements LU France, Blédina, Arcelor et Thales. La seconde phase a permis d'élargir la recherche aux acteurs concernés par les démarches compétences, mais aussi d'affiner la composition de l'échantillon d'entretien. Nous avons recensé les positions d'experts hors de l'entreprise. 4 entretiens avec des consultants et des représentants de la CGT. Notre matériau comporte également de nombreuses rencontres et discussions informelles, lors de réunions de travail collectives par exemple. Ce travail a été complété par un entretien auprès d'un responsable compétences au MEDEF et un autre avec un responsable de la filière métallurgie à la CFDT. Nous avons réalisé par ailleurs 10 entretiens dans le groupe Citroën, 7 salariés de fabrication, 3 DRH, et 15 dans l'entreprise Vibrachoc, 10 salariés de fabrication, 5 DRH. Enfin, le dernier moment de cette recherche s'est appliqué à aller au plus proche des situations de travail. Nous avons donc participé en tant que stagiaire cadre à la mise en place d'un chantier compétences dans le groupe Blédina. Là encore, les salariés de fabrication ont été rencontrés essentiellement de manière informelle. De plus, les enregistrements que nous avons obtenus, auprès de 5 salariés de fabrication, ont été réalisés sur le poste de travail. Il faut voir là le fruit d'une contrainte à laquelle se heurtent de nombreuses recherches. Si l'enquêteur intervient comme soutien à la DRH, il lui sera difficile de prolonger les moments d'entrevue hors de l'usine. Néanmoins, l'enquêteur reste celui par lequel on fait passer des messages. Et le matériau obtenu dans cette configuration est central dans cette recherche. 5. Les savoir-être, comme produit des rapports socio-capitalistes. Nous montrerons que les exigences liées à un capitalisme globalisé et financier ont pour conséquence une intensification de la productivité globale et de celle du travail en particulier. Cette forme d'intensification passe par une nouvelle forme de rationalisation du travail que l'on peut appeler la rationalisation de la subjectivité. Celle-ci se fonde sur une organisation du travail en flux tendu et sur des formes spécifiques d'implication de la main-d'œuvre. Dans cette logique, l'évaluation des comportements et la prescription du savoir-être permettent la sélection des salariés les plus engagés sur les objectifs de l'entreprise. Dans le collectif de travail, ces évolutions ont pour effet la naturalisation des qualités que les salariés ont développées hors de l'entreprise ou en son sein. Or, les qualifications ou les compétences individuelles n'existent pas. Ces dernières se cristallisent dans l'individu, qui est alors porteur d'une qualification collective et sociale. Il s'agit donc d'une nouvelle forme de contrôle social du travail par le capital. C'est autour de la notion de savoir-être que se mettent en place les fondements d'un nouveau modèle productif. Nous montrerons dans les 3 parties de cette recherche que les rapports socio-capitalistes dévoient en les naturalisant des qualités que chaque salarié est à même de mettre en œuvre dans l'activité de travail. Cela nous amènera à proposer une définition des savoir-être différente de celle qui est utilisée aujourd'hui dans l'entreprise. La première partie propose une contextualisation qui permet de définir les lignes directrices des projets compétences. Les informations présentées sont d'ordre historique, international et statistique. L'objectif est double. D'une part, définir clairement la logique compétence et montrer ses conséquences en termes d'individualisation de la relation salariale. D'autre part, offrir une présentation détaillée des groupes étudiés, des politiques de gestion des ressources humaines qu'ils mènent, mais aussi de la population concernée par cette logique. Le premier chapitre aborde la logique compétence comme un processus historique. Nous y montrons comment elle s'inscrit dans d'autres projets de rationalisation de l'activité de travail. Nous exposons par-delà la diversité des terrains d'enquête, ce qui est au cœur de la logique compétence, l'individualisation de la relation salariale.
Dans le deuxième chapitre, nous développons l'hypothèse selon laquelle la logique compétence et l'individualisation de la relation salariale ne sont pas propres à un contexte national spécifique. Il s'agit d'un mode de gestion de la main-d'œuvre repérable de manière internationale. Le troisième chapitre est consacré aux populations ciblées par les démarches compétences, les salariés de fabrication. L'effort de définition de cette catégorie permet aussi de montrer qu'au travers de ces projets, on s'efforce d'élargir le salariat de confiance aux agents de maîtrise et aux ouvriers qualifiés. La seconde partie traite des enjeux sous-tendus par la logique compétence, transformation du modèle productif, cohérence avec les nouvelles formes d'implication de la main-d'œuvre, financiarisation de l'économie. On y présente dans le détail les soubassements de la rationalisation de la subjectivité. Nous accordons une attention particulière aux logiques d'intensification du travail, qui sont cohérentes avec la mise en place de ce nouveau régime de mobilisation de la main-d'œuvre. Le quatrième chapitre s'intéresse au niveau abstrait du régime de mobilisation. L'objectif consiste à interroger le discours patronal sur la question. Nous montrons que c'est bien la prescription de normes comportementales que l'entreprise entreprend, et nous proposons une déclinaison de leurs différentes composantes. Le cinquième chapitre expose le niveau concret du régime de mobilisation, c'est-à-dire celui qui s'attache à l'analyse de l'organisation du travail, en insistant sur l'intensification et le dépassement du modèle taylorien. La dernière partie propose un modèle explicatif de la notion de savoir-être. C'est en opérant une déconstruction de la notion d'aptitude que nous envisageons ces qualités subjectives, comme des compétences professionnelles objectivables. Le sixième chapitre teste l'hypothèse selon laquelle, dans l'entreprise, la définition des savoir-être serait intimement liée d'abord à l'individu, traits de caractère, qualité morale, goût et intérêt, etc. Le septième chapitre décrit les composantes techniques du savoir-être, les qualités techniques, organisationnelles et industrielles. C'est dans le dernier chapitre, en appréhendant la manière dont cette notion émerge, que l'on explicite la composante sociale des savoir-être. L'analyse de cette deuxième dimension permet de comprendre pourquoi les savoir-être, au lieu d'être reconnus comme des qualités professionnelles, sont naturalisés par l'entreprise. Il résulte de notre étude que les qualités quotidiennement déployées par les salariés dépendent des rapports sociaux à l'œuvre dans l'entreprise, donc du niveau et des formes des techniques, de l'organisation du travail, de la division du travail et de la structure de la société. Notre perspective ne consiste donc pas seulement à observer ces qualités subjectives comme des pratiques sociales, mais plutôt à en comprendre les mécanismes de structuration, d'incorporation et de transmission. Partie 1. La logique compétence vers une individualisation de la relation salariale. Introduction. La mise en place du modèle de la compétence dans le secteur industriel a donné lieu à des pratiques gestionnaires très diverses. Une multitude de dénominations sont employées par les entreprises pour catégoriser les transformations annoncées. Démarche compétences, gestion par les compétences, chantier compétences, projet compétences. Les outils de gestion des ressources humaines déployés diffèrent donc selon les sites industriels. La première partie sera l'occasion d'éclaircir cette diversité à travers une série d'interrogations. Peut-on dégager une logique qui serait transversale aux démarches compétences étudiées ? Sommes-nous face à des spécificités nationales ou au contraire peut-on dégager des logiques communes sur le plan international ? Quels sont les salariés principalement touchés par les démarches compétences ? Et quelles transformations cela amène dans les activités de travail ? En nous appuyant sur une présentation minutieuse de nos terrains d'enquête, nous mettrons en lumière le mouvement général que vient soutenir la logique compétence, l'individualisation de la relation salariale. Le premier chapitre propose d'analyser la logique compétence au regard des transformations du système productif. Les démarches compétences que nous avons étudiées seront donc éclairées par les débats classiques qui ont irrigué la sociologie du travail. Le deuxième chapitre propose quelques incursions sur la scène internationale. Nous mettrons à l'épreuve notre hypothèse d'une individualisation de la relation salariale avec la diversité des spécificités nationales. Cela nous permettra par ailleurs de faire émerger toute la spécificité des enjeux français, notamment sur la déstabilisation de la reconnaissance des diplômes.
Le troisième chapitre, quant à lui, pénétrera plus directement le monde de l'entreprise et présentera la catégorie de salariés la plus concernée par ces modes de gestion, les salariés de fabrication. Nous montrerons que, compte tenu de l'individualisation de la relation salariale qui l'entoure, la logique compétence s'accompagne aussi d'un appel à la confiance, qui cache des formes nouvelles de mobilisation de l'ensemble des travailleurs. Chapitre 1. Logique compétence et individualisation, un mouvement historique du travail. La compétence ne peut être appréhendée en faisant l'économie d'une approche historique. En effet, les exigences des entreprises varient selon les périodes économiques et sociales. Autrement dit, l'analyse des qualités des travailleurs doit être envisagée dans une tendance de long terme. Les qualités demandées par les employeurs ou celles possédées par les salariés s'inscrivent dans un processus historique. C'est aussi bien de l'histoire du travail dont il sera question dans ce chapitre que de sa mesure, de sa rémunération et en filigrane, des transformations du système productif. Les travaux d'Alain Touraine, 1955, témoignent de l'évolution de la qualification et de son étroite corrélation avec l'histoire industrielle française. À chaque période économique marquante correspond une figure centrale, à l'artisanat les ouvriers professionnels, à l'entreprise de produits de faible série les ouvriers qualifiés puis à l'industrie de masse les ouvriers spécialisés. Aujourd'hui, l'entreprise financiarisée donnerait naissance à l'opérateur. À chaque période économique correspondent des dominantes, qui s'appuient en même temps sur le maintien d'anciens modèles productifs et préfigurent des modèles à venir. Il n'est donc pas surprenant de trouver une apparente diversité dans nos terrains d'enquête. Notre objectif est d'analyser la logique compétence au regard des transformations du système productif. Cette logique est analysée ici, à l'instar de Pierre Naville, 1956, comme un processus instaurant des formes d'individualisation de la relation salariale. 1. Si les démarches compétences consacrent un nouveau modèle productif, elles s'inscrivent aussi dans un mouvement historique de longue durée. Chaque projet de rationalisation du travail se fonde toujours sur un projet antérieur. La mise en place des compétences doit être référée au toyotisme, qui lui-même s'inscrit dans les pratiques participatives. La participation, quant à elle, ne peut pas être envisagée en négligeant les expériences d'enrichissement des tâches qui prennent pied dans la crise du régime taylorien et fordien. C'est bien ce dont témoignent à la fois les analyses du travail industriel et l'évolution historique des grilles de classification. 2. 1. Dans la diversité des pratiques, une tendance vers l'individualisation de la relation salariale. Nathalie Besouko, Françoise Calabrese, Nathalie Quintero et Michel Tallard, Besouko, Calabrese, Quintero, Tallard, 1995, ont mis en avant les conséquences de la négociation d'entreprise sur les classifications. Ces auteurs tentent de saisir toute la complexité des réactions des entreprises face aux transformations du système productif. Elles s'appuient pour ce faire sur 9 accords relatifs au système de classification professionnelle signés dans l'industrie de process. 5 branches sont représentées, le papier, le carton, la chimie, les tuiles et briques, la métallurgie et l'agroalimentaire, sur une période qui s'étend de 1991 à 1992. Pour notre part, nous avons élargi notre corpus pour la majorité des sociétés étudiées, en amont à la négociation et en aval à la mise en place des accords sur les classifications. Un premier constat s'impose. Une grande diversité visible dans les groupes observés car les dirigeants possèdent une autonomie relative sur les technologies, les modes d'organisation de la production et la gestion de la main-d'œuvre. 1.1. Néanmoins, 3 tendances communes sont repérables. D'abord, on constate un allègement de la ligne hiérarchique qui serait la conséquence de la technicisation de l'outil de production. En introduisant dans l'entreprise des machines de plus en plus complexes, différentes opérations sont rassemblées et les ouvriers doivent suivre ce mouvement. Ils intègrent plusieurs tâches séparées auparavant par la machine. La ligne hiérarchique est alors nécessairement réduite, car elle devient trop rigide pour une telle organisation. Ensuite, on observe une valorisation croissante du diplôme et de la formation dans les embauches. Enfin, on observe un constat plus quantitatif, l'importance croissante des enjeux liés à la gestion des compétences individuelles dans les négociations portant sur les classifications et sur la formation. Besouko, Calabrese, Quintero, Tallard, 1995, page 9.
C'est ce dernier point que nous développerons de manière privilégiée puisqu'il permet de mettre en avant le trait dominant de la logique compétence, l'individualisation de la relation salariale, 1.2. Encadré numéro 6, définition de la relation salariale. Partir de l'objet relation salariale permet d'éviter deux limites courantes dans l'analyse du travail. La première, c'est de s'enfermer dans une analyse macroéconomique et de passer à côté du travail réel et des relations sociales qui l'animent. La seconde consiste à l'inverse, à se cantonner à l'acte de travail sans rapporter ce dernier à son contexte économique et social. La relation salariale, avec ses 4 composantes principales, organisation du travail, relations hiérarchiques, système de rémunération, syndicats, est constituée en système dont la cohérence a pour objectif à niveau technique égal une efficacité toujours plus grande du travail à travers l'implication, l'engagement et la motivation des salariés. Durand J.P. 1998 page 15. La relation salariale permet donc d'envisager les transformations du travail au regard de 3 sous-ensembles. L'organisation du travail perçue comme les fonctions productives et paraproductives, occupées par des salariés et articulées entre elles par des principes de coopération et de division du travail. Les relations hiérarchiques de proximité. Donc le rôle des agents de maîtrise dans l'encadrement du travail. Le système de rémunération recouvrant tout à la fois les salaires, les primes, les perspectives de carrière et les formes de l'emploi. L'attitude des syndicats face aux transformations de l'organisation du travail et des modes de rémunération. 1.1. La diversité des terrains d'enquête. Nous avons comparé des démarches compétences en phase de mise en œuvre. Nous avons multiplié les secteurs industriels, la taille des sites, les lieux géographiques afin d'appréhender la diversité apparente de ces logiques. Notre objectif consistait à recenser les groupes qui menaient une refonte de leur grille de classification par les compétences. Cette exigence nous a conduit à centrer nos investigations sur des groupes détenant les ressources financières et humaines nécessaires pour déployer ce type de démarche. De nombreux sites industriels ont été visités. Xerox France, Renault, Microelectronics, usine Coca-Cola Berg, Thomson Télévision Angers, Ajinomoto Euro Aspartame, Entreprise Solac, Péchinet, Vibrachoc, RCO Venigel, Thales, Lufrance, Danone Belgique, Danone Espagne, Opavia, Danone Italie, Linneo, usine de Saint-Hilary, Rhodia, Hervaf, L'Oréal, Vibrachoc. Cette initiative comportait l'avantage d'adopter un regard comparatif sous l'angle compétences-rémunération, classification. 4 secteurs sont plus particulièrement représentés ici. L'agroalimentaire, confère annexe 4, système classification et lien avec les outils compétences. L'EDINA, l'automobile, la métallurgie et l'électronique. Cette démarche a donc mis en évidence une apparente diversité. D'une part, les objectifs des projets varient selon le contexte économique dans lequel se trouvent les sites étudiés, 1.1.1. D'autre part, les outils construits et mis en œuvre sont propres à chaque site industriel, 1.1.2. 1.1.1. Contextes économiques et secteurs d'activité. Un des éléments de diversité tient au secteur d'activité. Dès lors, il est clair que les objectifs affichés par les groupes sont multiples. Globalement, les entreprises qui ont recours à une démarche compétence le font pour 2 types de raisons. Le premier est que les entreprises veulent être plus performantes sur leur marché. Dans ce cas de figure, elles se posent des questions de concurrence. C'est le cas du groupe Usinor-Sacilor qui a mené un projet compétence connu sous la dénomination ACAP 2000. Une responsable des ressources humaines du groupe, devenue Arcelor, nous a fait part du problème de concurrence qui a touché le groupe. Pendant 8 ans, elle a elle-même mis en place la démarche sur un des sites. Donc dans les années 90, dans le groupe, on a signé un accord qui s'appelle ACAP 2000, qui a été largement décrit dans la presse pour tout un tas de raisons et la raison première, c'est une raison de performance économique et de compétitivité. Sachant que la problématique, c'est que si on voulait toujours être là demain, la différence, elle se ferait par la performance et la performance, elle allait s'acquérir à travers la compétence des individus. Pourquoi ? Parce que, à technologie globalement égale ou qui se rattrape rapidement dans une entreprise très capitalistique, on a un coût de main-d'œuvre en France qui n'a rien à voir avec les Coréens et si on veut pouvoir vendre de l'acier,
il faut vendre de l'acier à haute valeur ajoutée et pour ça, ça demande un niveau de technicité important et la seule différence que l'on peut faire avec les Indiens, les Coréens ou autres, c'était de se positionner sur des marchés sur lesquels on ne peut pas aller. RH Arcelor. La concurrence est aussi l'argument majoritairement avancé par le groupe Saint Microelectronics, qui lance en 2002 un projet, Nouvelle filière opération. La concurrence dans notre secteur est plus aguerrie. La rapidité de réaction et la capacité d'adaptation deviennent de plus en plus clés, alors que nos marges de manœuvre sont minimisées par la crise économique. RH, Groupe Saint Microelectronics. Le deuxième type de raison est lié aux compétences des salariés de l'entreprise. Les cas sont ici variés, mais on a pu en repérer 4 principaux. En premier lieu, les groupes peuvent rencontrer une pénurie de compétences. Un membre de l'équipe des ressources humaines du groupe Arcelor précise à ce propos. Donc, à l'époque, au-delà des départs massifs, on a vu les départs en pré-retraite avant 50 ans puisqu'il y a eu la restructuration dans les années, donc il y a eu une fuite de savoir-faire énorme que l'on n'avait pas du tout anticipée. Donc c'est une problématique de savoir-faire. On ne trouve pas comme ça sur le marché du travail un lamineur. Ça s'apprend dans notre métier. Ça s'apprend pas non plus à l'école. On est une entreprise particulière et donc le métier de sidérurgiste s'apprend, même s'il y a une formation de base de CAP ou un bac pro, ce que vous voulez, mais ça s'apprend à l'intérieur de l'entreprise. Donc, il y avait tout un ensemble de facteurs qui ont finalement convaincu la direction générale de l'époque qu'il était important donc de s'attacher à la compétence des personnes. RH Arcelor. En deuxième lieu, l'entreprise peut vouloir fidéliser des compétences stratégiques. Cet argument est mobilisé dans un contexte tout à fait particulier, la volonté d'homogénéiser les grilles de classification et les salaires après des fusions-acquisitions. C'est le cas de 2 des groupes, Thales et Lufrance, filiale de Danone. Thales est une multinationale présente principalement en Angleterre et en France. Son implantation sur la scène internationale est importante. Elle est aussi présente en Corée, en Australie et aux États-Unis. Elle comporte 3 pôles d'activité, le pôle défense, le plus important, le pôle aéronautique et le pôle sécurité. Nous nous sommes intéressés de manière approfondie au système aéroporté. Le système aéroporté est une production de haute technologie qui concerne la construction de prototypes de toute l'électronique aérospatiale liée aux avions de combat. Ce pôle emploie en France 5000 personnes, dont 3000 en région parisienne sur le site d'Elancourt. Les exigences techniques sont élevées. La population salariée est constituée de 60% d'ingénieurs et cadres, de 30% de techniciens, et pour le reste de personnels administratifs. Quand l'entreprise a besoin d'une production plus importante, celle-ci est sous-traitée. Sa décision d'entrer dans une démarche compétence a été motivée par la fusion, en 1999, de 3 établissements. Thomson CSF-RCF, Thomson Missile Électronique et Dassault Électronique. Thomson et Dassault étaient 2 sociétés en concurrence depuis plus de 30 ans. Elles ont des cultures très différentes que l'on peut expliquer en grande partie par le statut nationalisé de Thomson CSF. De plus, en 2000, Thomson a racheté en Angleterre une société de 10 000 personnes, Racal Electronics. Cette société avait des particularités propres à ce groupe, mais aussi au pays. Chez Thales, l'objectif premier de la démarche compétence, nous explique le responsable international du pôle aéroporté, est de définir au niveau du groupe la politique ressources humaines. Nous l'avons appelé du nom un peu générique, People First. On a donc des problèmes d'ajustement des statuts, d'écarts salariaux, plein de problèmes. Et donc People First a permis de définir une échelle de responsabilité, avec la rémunération, les valeurs du groupe et les comportements à adopter. Lufrance a un profil tout à fait différent de Thales. Cette entreprise se caractérise par une production de grandes séries avec des activités peu qualifiées souvent occupées par des femmes. Le site de Château-Thierry, auquel nous nous sommes plus particulièrement intéressés, est situé dans une zone rurale dans laquelle l'emploi reste difficile d'accès pour les populations les moins qualifiées. Lufrance fait face à la même situation que Thales après des fusions impulsées par le... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.